Être historien, c'est interroger les agissements des hommes et des femmes du passé en mobilisant les méthodes nécessaires à leur juste interprétation. Samuel Paty, professeur d'histoire, n'agissait pas autrement. Je suis historien de l'art du Moyen-Âge. Je sais qu'être historien est un travail difficile, car interroger le passé, en ce qui me concerne les œuvres d'art, c'est d'emblée mettre les œuvres et l'histoire en danger. Car il n'y a de plus grand danger pour une œuvre que celui d'être mal interprétée, c'est-à-dire manipulée par des connaissances et des méthodes inappropriées. Dès lors que j'interroge une œuvre, inéluctablement, je la regarde et l'interprète à l'aune de connaissances et d'une culture étrangère à son créateur. En effet, que je le veuille ou non, j'interroge les œuvres depuis mon présent, fait d'une réalité sociale, économique, politique et culturelle qui façonne mon regard, mais qui l'oriente aussi. Enfin, que je le veuille ou non, je suis le fruit d'une éducation qui m'a elle-même façonné. C'est pourquoi le regard que je pose sur les œuvres est doublement biaisé, biaisé par mon présent et biaisé par mon passé. Parce que nous projetons beaucoup de ce que nous sommes dans ce que nous voyons, nous sommes ainsi tous susceptibles d'instrumentaliser inconsciemment les œuvres d'art comme l'histoire. Pour interroger le passé, il faut donc mobiliser les bonnes méthodes. Convoquons un exemple. Faut-il restituer Notre-Dame à l'identique? Répondre à cette question suppose de savoir interroger l'objet. Qu'est-ce qu'une église? Une église est une construction de mémoires matérielles et immatérielles, reproduites pour inscrire la nouvelle église dans la continuité des précédentes. Une église au milieu du Moyen-Âge est ainsi la reproduction de formes, d'espaces, de couleurs, de rythmes antérieurs. Le recours à ces autorités du passé donne ainsi une légitimité aux gestes constructifs, aux gestes créatifs. C'est pourquoi au Moyen-Âge, il n'y a pas de révolution artistique, mais une continuelle compilation des choses anciennes de laquelle naît la nouveauté. Restituer Notre-Dame à l'identique, c'est donc tourner le dos à la mécanique qui présida à sa construction par l'absence d'un geste créatif, c'est la fossiliser, c'est faire d'un monument dans l'histoire un monument historique. Dès lors, une dernière interprétation s'impose, ou une constatation. Restituer Notre-Dame à l'identique, c'est aussi montrer au monde les peurs d'une société contemporaine qui trouve sa paix dans le passé, faute d'avoir les moyens de se projeter dans l'avenir. Interroger avec justesse, c'est donc soulever la bonne question et y répondre en mobilisant les bonnes connaissances. Ce sont là les moyens de gagner une indépendance vis-à-vis de soi et d'une société qui conditionne nos choix. Sans cela, il est impossible d'interpréter le passé avec lucidité, impossible d'éclairer le présent avec netteté. Être historien, c'est donc rechercher la vérité en interrogeant avec méthode et en mobilisant les bons outils. Samuel Paty, professeur d'histoire, n'agissait pas autrement. Enseigner, c'est dans un premier temps s'engager passionnément et incarner son savoir et sa spécialité dans un plaisir qui est celui de l'expertise. Le savoir est joyeux, car il y a une joie à illustrer une proposition intellectuelle, fût-elle ardue et neuve, ce qui est le propre d'un enseignement nourri par la recherche. Enseigner, c'est alors faire un don, celui d'objets par lesquels on ouvre une brèche, enthousiasmante ou intranquille, avec des hypothèses qui sont autant de découvertes, et celles-ci existent aussi en lettres, comme dans toutes les sciences humaines. Le premier acte de l'enseignement, c'est donc l'affirmation d'une pensée et d'une voix, celle du maître ou de la maîtresse, dans le cadre d'une performance magistrale indispensable, pourvu qu'elle soit maniée avec précaution. C'est que le maître, magister ou maître à penser, n'existe que pour mieux s'effacer. Le second temps, c'est celui où l'enseignant se met à distance et en retrait. Il ausculte, il écoute avec attention ce que l'étudiant a reçu et saisi, par le biais de travaux divers, comme les ateliers d'écriture et de création qui se développent aujourd'hui. Ces ateliers sont le symptôme d'un enseignement qui cherche des voies alternatives pour favoriser une meilleure rencontre entre l'enseignant et son étudiant, et surtout entre l'étudiant et son savoir. Car la difficulté peut être la plus profonde, c'est de cultiver en chaque étudiant ce qui lui est propre pour le rendre meilleur. La proposition magistrale doit être pour lui un tremplin pour qu'il formule à son tour une lecture ou une hypothèse, entre audace et mesure, et dans une progressive autonomie. C'est dans le juste équilibre entre le respect de l'étudiant, avec les facultés et la culture qui sont les siennes, et l'exigence qui demeure celle du maître, que l'alchimie s'opère, et que l'exploration des textes et des formes du langage
peut devenir un instrument d'émancipation. De fragments d'une tradition, témoin d'une culture qu'il pouvait juger inaccessible, la littérature devient alors pour chaque étudiant un espace neuf, celui des possibles, dont il peut se saisir pour faire un moyen d'action. Les pratiques et les expériences humaines dont la littérature porte l'empreinte sont alors autant de lieux où éprouver sa sensibilité et forger son esprit critique, qui permettent à chacun de trouver sa place dans le monde. Puissante et fragile, l'interaction entre le maître et l'étudiant ne tolère pas l'inquisition. Elle doit rester libre, au risque, si cette liberté n'est pas respectée, de gripper la machine du savoir en compromettant la qualité du rapport des chercheurs à leurs objets et en étouffant le désir d'une transmission de ces objets soucieuse des étudiants et de leur devenir. Enseigner, insignare, c'est faire signe et agir en éclaireur. C'est accepter que nos étudiants ne soient pas nos doubles, nos imitateurs ou nos émules, mais qu'ils trouvent grâce à nous leur chemin. Décoder pour agir. Vivre, c'est circuler parmi les autres et parmi les choses, non pas à tout sens, mais dans un certain sens, et mieux, dans une pluralité d'ordres. Les ordres sont adossés à des normes que nous ne connaissons pas toujours, mais dont nous avons parfois l'intuition, et dont nous devons le plus souvent apprendre à connaître les contraintes. Après la famille, l'école est peut-être le meilleur lieu d'apprentissage, et son passeur en est l'enseignant. L'école est peut-être le meilleur lieu d'apprendre, principalement parce qu'elle articule les normes du savoir universel et les normes de l'action, les mœurs, les usages, les valeurs humanistes, les lois de la République. Or, il ne faut pas postuler de hiatus entre l'ordre des savoirs et l'ordre des actions. S'instruire, c'est apprendre la littérature, l'histoire, les langues, les mathématiques, les sciences, l'informatique. Ce n'est pas seulement savoir, c'est aussi circuler parmi des représentations et parmi des regards. Enseigner, c'est décoder pour donner un sens, pour donner du sens, décoder pour agir. Comprendre, coopérer, animer des projets, se projeter dans son avenir, toute cette dynamique de la vie requiert notre sens, notre capacité du décodage, d'interprétation du réel, des représentations du réel, des intentions qu'expriment les autres dans cette représentation du réel. Enseigner pour que l'élève apprenne aussi à décoder. Enseigner, c'est décoder, décoder pour agir, pour avancer, pour construire. Enseigner est aussi la conscience pleine et entière de la responsabilité que l'on a. Celle-ci ne peut s'exercer sans esprit critique, sans discernement, et suppose la liberté, celle d'exercer des choix et de représenter des valeurs. C'est parce que l'enseignant incarne tout à la fois, au sens plein du terme, cette responsabilité, cette liberté, cet esprit critique, que certains en sont morts. Parce qu'enseigner, c'est bâtir de l'humain, c'est bâtir un demain. Enseigner, c'est transmettre. Transmettre à des étudiants, c'est leur donner les clés de la compréhension d'un domaine général ou d'une question particulière, et au-delà en quelque sorte les clés du monde. Cette transmission est consubstantielle à l'indépendance des enseignants-chercheurs de l'université, indépendance qui, dans notre pays, a valeur constitutionnelle. L'indépendance, ou le fait d'enseigner libres et librement, suppose toutefois
que l'enseignant fasse montre d'objectivité. Tout peut être dit et soutenu, mais tout doit être fondé sur des arguments énoncés et justifiés. De cette justification naissent dialogues et débats, d'où jaillit la lumière. Ainsi, ce n'est pas tant ce qui est dit qui est le plus important, mais la façon dont on le dit et le justifie. Dans son travail de construction intellectuelle et personnelle, l'étudiante, l'étudiant forge alors ce qui est sa propre opinion avec d'autant plus de force qu'elle sera étayée objectivement. Tout vrai débat, intra ou extra-universitaire, descendant de la disputatio médiévale, suppose donc l'exposé d'arguments et de contre-arguments. Il en va ainsi du cercle sans fin de la transmission des savoirs. Enseignement et recherche sont indissociables. L'enseignement se nourrit de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. La recherche, dans ses résultats, fait donc croître les savoirs diffusés par l'enseignement. La liberté dans l'enseignement, pour les enseignants et les chercheurs comme pour les étudiants, est sous-tendue par les principes d'objectivité et de tolérance. Cette liberté va bien au-delà de la liberté intime de pensée de Jean-Jacques Rousseau quand il écrit « Quiconque veut être libre l'est en effet ». Cette liberté dans l'enseignement est aussi et surtout liberté dans l'expression de la pensée, celle des mots écrits comme des mots criés à la manière d'Asli Erdogan, docteur honoris causa de l'Université de Picardie-Jules Verne en 2019. Au cœur de l'humanisme universitaire, hier comme aujourd'hui, réside une conviction profonde, celle que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, comme l'a si bien dit Nelson Mandela. Alors, assurément, enseignons et cherchons en femmes et hommes libres, enseignons et cherchons librement. Enseigner l'histoire, c'est ouvrir les esprits. Ouvrir signifie mettre en communication avec l'extérieur un espace clos en faisant tomber ce qui enferme l'accès. En ce qui concerne l'histoire, le premier obstacle à lever réside dans la conception commune que l'on s'en fait, comme ce qui est advenu à une époque révolue. Ce qui induit une idée de finitude, d'imperméabilité entre présent et passé, et au fond, si on pousse le raisonnement, de vacuité de la démarche intellectuelle dont les résultats n'auraient aucune prise sur la réalité qui s'impose à tous. Par ailleurs, comprendre l'histoire comme un récit à finalité mémorielle revient à sous-estimer la dimension analytique de ce qui est aussi une science, dont l'objectif prioritaire n'est pas tant d'établir des compilations que de dégager des enchaînements logiques entre les faits et qui ne se résument d'ailleurs pas au seul lien de causalité. Dès lors, quand on enseigne l'histoire à l'université, la première mission consiste à désacraliser l'érudition qui n'est absolument pas une fin en soi, plutôt une propédeutique à la compréhension de phénomènes humains complexes. Enseigner l'histoire, c'est donc s'efforcer de faire pénétrer le plus grand nombre dans les arcanes de sociétés anciennes, profondément exotiques parce que lointaines et étrangères à notre univers actuel, du moins en apparence. Le deuxième obstacle qui se dresse entre l'enseignant en histoire et son public est constitué par l'ensemble des prénotions, des idées reçues, des préjugés avec lesquels on aborde l'histoire, trop souvent tributaire de schémas idéologiques qu'elle est censée illustrer. Par conséquent, le plus gros du travail ne consiste pas seulement à transmettre des notions. Cela consiste peut-être aussi et surtout à déverrouiller les esprits, quitte à les bousculer, pour les mettre en capacité d'accueillir une réalité plurielle, non univoque, régie par ses propres codes, eux-mêmes inscrits dans un contexte spécifique. C'est pourquoi enseigner l'histoire vise surtout, à mon sens, à transmettre au public l'esprit critique, c'est-à-dire à lui apprendre à démêler le vrai du faux, en s'appuyant sur le croisement de sources hétérogènes, mais préalablement décryptées,
en vertu de méthodes anciennement éprouvées, mais toujours efficientes. Cela dit, cela consiste surtout à amener le public à questionner les discours d'autorité de toute nature et, au fond, à mener sa propre enquête, ce qui est le sens littéral du mot histoire. Ce n'est qu'à ce prix que se constitue le véritable savoir, par l'appropriation personnelle, responsable et constructive des notions et des méthodes. Ainsi, enseigner l'histoire, ce n'est pas uniquement assumer un magistère, c'est endosser la fonction de passeur, capable d'emmener son public vers un ailleurs cognitif, où il devient possible de s'émanciper des frontières spatio-temporelles, de faire varier les échelles d'observation, de déconstruire les vulgates, de s'initier au relativisme, de mesurer la permanence et les écarts du comportement de l'animal social dont l'histoire fait son objet, au même titre que les sciences humaines avec lesquelles elle fonctionne en parfaite complémentarité. Image, imago, imagination, comment nourrir l'imagination. En intitulant sa leçon académique « La petite poussette », Michel Serres laisse penser qu'il fait référence au conte de Charles Perrault et que la leçon à tirer est que le meilleur enseignement consiste à semer autant de cailloux blancs, cailloux qu'il suffit de ramasser pour trouver le chemin de la connaissance. Leçon d'hier, jeu de mots. Il fait en fait référence à ce geste compulsif des doigts tapotant sur les tablettes, permettant à toute une génération d'aujourd'hui d'avoir ainsi accès au savoir. Au savoir ou à la connaissance? Au savoir-faire. La couverture du livre que le philosophe en a fait offre à voir pixelisée une reproduction de la peinture de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, la création d'Adam quand la main de Dieu, ou plutôt son index, rejoint la main du premier homme ou s'en disjoint du bout du doigt. Simplicité sublime du geste qui évoque l'origine et la cause de l'existence. Ici, doigt pointé, commandé du regard, là, main abandonnée, reconnaissante. Création, mais aussi libération et donc responsabilité. À qui se doit d'enseigner en médecine non seulement l'anatomie, non seulement la techné, mais aussi le geste et la gestique, cette image à valeur métaphorique. Image, disions-nous. L'image est péremptoire. Elle a toujours le dernier mot. Aucune connaissance ne peut la contredire, l'aménager, la subtiliser, écrit Roland Barthes. Imago, masque mémoire, parce que le lien entre le maître et l'élève ne peut s'exonérer d'une certaine dimension analytique. Demain ne peut s'affranchir de la connaissance d'hier. Imagination, c'est cet espace de liberté offert, celui qui sépare les deux doigts, ce fragment de ciel entreaperçu, un univers à bâtir, une universalité.